Radio Alpa, l'alternative. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle Tic-tac, tic-tac, tic-tac. avec Jean-Yves Breteau et son invité. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com avec Damien Pichereau, député La République En Marche de la Sarthe. Bonjour Damien Pichereau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commenter l'actualité. On commence avec un point sur la situation de votre mouvement politique dans notre département. Willy Colin a démissionné en janvier dernier pour convenance personnelle, c'est ce qu'il dit, de son poste de référent territorial en Sarthe de La République En Marche. Un poste que lui avait confié en octobre la direction de votre mouvement politique pour une durée de 3 ans, mais aussi une nomination qui avait été contestée par quelques adhérents. C'est maintenant une direction collégiale provisoire qui a été désignée en accord avec votre direction nationale. Elle est constituée de Christian Hellec, d'Étienne Moulin et d'Aurélie Perrault, ex-candidate aux législatives sur la 2e circonscription de la Sarthe. Ces 3 militants ont pour mission d'assurer l'intérim depuis le 28 janvier en attendant la nomination d'un nouveau référent départemental par les instances nationales. Damien Pichereau, est-ce que votre mouvement n'échappe pas plus que les autres partis aux saveurs de querelles internes de son organisation alors qu'il voulait se distinguer des partis politiques traditionnels de la droite et de la gauche ? Je pense pas. Ce qu'on voit, c'est avant tout que c'est un mouvement qui est jeune. Donc évidemment qu'il faut laisser le temps pour que les choses se mettent en place. On n'est pas rodé comme les anciens partis à avoir 50, 60 ans, voire plus. Nous, voilà, on est jeunes. Le mouvement, faut se rappeler d'où on vient. Hein. C'est mai 2016, pour être exact. Mai 2017, le candidat issu du mouvement est président de la République. On gagne les législatives. Ce qu'on a fait est déjà énorme. Maintenant, on est en phase de restructuration. Le plus dur pour un parti, c'est toujours le moment où justement il n'y a pas d'élection. En fait, où il faut maintenir les militants, il faut leur offrir du débat, c'est notre objectif. Maintenant, j'ai confiance, on va continuer. Nous, on est là pour ça, on est là pour soutenir ce mouvement. De toute façon, on a besoin du mouvement. Le mouvement a également besoin de nous, je pense, donc il n'y a pas de souci. Sur la structuration de La République En Marche dans le département et avec le départ de Willy Colin, votre avis ? Le départ de Willy Colin, c'est son choix. Tout, comme vous l'avez dit, c'est pour convenance personnelle, donc c'est pour des raisons qui lui sont personnelles. Après, je souligne tout à fait ce que vous avez dit sur l'opposition de quelques marcheurs. C'est une dizaine sur 2500 personnes en Sarthe, donc au final, c'est pas grand-chose. Toujours 10 de trop. C'est toujours 10 de trop, mais on peut pas satisfaire tout le monde. On peut clairement pas satisfaire tout le monde. Alors, est-ce qu'on sait à quelle date prendrait fin cette direction collégiale ? J'ai pas cette information, sincèrement, aujourd'hui. Je sais que la direction collégiale travaille énormément. Ils veulent organiser beaucoup d'événements également. Ils nous sollicitent pour qu'on soit présent à pas mal de choses. Il y a des nouveaux comités locaux qui vont se monter partout, y compris en campagne. C'est un reproche qu'on nous a souvent fait de se dire que le mouvement restait au Mans. Là, c'est pas le cas. Vraiment, on est partout. On est à Vibray, là, Guillaume, on est à Cure. À côté de Conly, on se lance vraiment partout, Sablé-sur-Sarthe également, on va avoir un comité local, donc le mouvement se développe énormément en Sarthe. Alors c'est un mouvement qui se veut à l'écoute des préoccupations plus près des habitants. Est-ce que vous pensez que les dernières mesures qui sont annoncées par le gouvernement vont dans ce sens ? Évidemment, et nous, en tant que députés, on poursuit ce qu'on a fait pendant la Grande Marche, pendant les présidentielles, où on poursuit ce travail d'écoute de nos concitoyens et d'enrichissement des lois par le biais des différents rendez-vous qu'on fait avec les associations, avec nos concitoyens. On est à l'écoute, donc on satisfait l'ensemble de nos concitoyens. Après, c'est à nous aussi de faire la publicité, entre guillemets, la communication de ce qui est fait et d'expliquer ce qui est fait, parce que des fois, on entend des choses qui sont totalement fausses. Donc ça veut dire que la communication n'est pas bien faite ? C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire dans la presse quotidienne régionale notamment, dans les médias comme ici par exemple. Donc je vous remercie d'ailleurs de m'inviter. On est en phase d'apprentissage aussi. Nous, y compris nous, députés. Enfin moi j'ai 30 ans maintenant. C'est ma première élection. Je viens de la société civile, donc j'apprends. Qui dit apprentissage dit le droit à l'erreur ? Exactement, le droit à l'erreur, il doit être pour tout le monde. Le droit à l'erreur, il doit être pour tout le monde. Ça y est, ça a été voté. Je suis assez fier que ça a été voté, qu'on ait enfin une administration qui soit là pour accompagner, non plus seulement sanctionner. C'est quand même une belle avancée, je trouve. Donc maintenant, à voir comment ça va se traduire dans les faits. Il faut laisser un petit peu de temps, le temps que tout ça se mette en place, le temps que l'administration aussi se rôde également par rapport à cette nouvelle mesure. Donc, mais je pense que nos concitoyens seront satisfaits de cette mesure. Bonjour Isabelle. Bonjour. Voilà Isabelle Rousseau qui nous fait partager son humeur libre de la semaine. Tout à fait. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Damien Pichereau. Bonjour Isabelle. Alors, ne vous connaissant pas, je me suis précipitée sur Internet pour avoir quelques informations.
Mon intuition fut bonne, de plein pied avec les gens de votre génération, vous communiquez massivement. Alors, sachant que vous veniez aujourd'hui à Radio Alpa, j'ai mis un point d'honneur. Enfin, quand j'ai un point d'honneur, n'allez pas croire que je suis dans la surenchère. Je mets tout de suite les points sur les i et les barres au t. Je ne parle pas du point comme le coup de poing, sorte de coup de canif dans votre image après votre doigt d'honneur sur un selfie. Non, 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 je parle de point comme mise au point, comme sorte de focus, d'arrêt sur image. Je disais donc, j'ai mis un point d'honneur à rechercher au-delà de ce qui était écrit ou montré. Qu'ai-je donc trouvé, monsieur Pichereau? Beaucoup de choses, j'imagine. Eh bien, un jeune homme bien occupé. Vous avez dit 30 ans, donc effectivement. Et si j'en crois votre agenda, à disposition, transparence Tout à oblige, fait. sans doute, peu de place pour le 5 à 7. Alors, loué soit l'énergie, donc, au service du développement durable, qui vous aura valu un jour de fête avec monsieur Hulot. Mais, foin de cinéma, là n'est pas tout votre talent ni votre ambition. En effet, votre souhait est de mettre, alors je cite, votre jeunesse et dynamisme au service de toutes les générations sur le terrain et défendre les valeurs humanistes, libérales et sociales aux côtés du président de la République. C'est bien écrit, non? Ah bah oui, oui, oui. Alors donc voilà, donc j'ai essayé de décrypter. Alors pour ce qui est de la jeunesse et du dynamisme, alors pas d'erreur, c'est très très tendance en ce moment. Vous êtes dans l'air du temps. Alors au service de toutes les générations, sans doute, mais vous vous exaltez plutôt auprès des jeunes dont vous vantez, je cite toujours, leur regard, leur énergie. Bon, des formations professionnelles sans doute pour l'énergie, bon, pas savoir. En tout cas, ils sont l'avenir. Quant à l'aspect libéral, c'est sans doute une réminiscence de vos années UMP. Bref, vous êtes en marche, plein d'allant, entouré de jeunes gens qui en veulent pour construire la société de demain. Bon, alors étant plutôt contemplative, rien qu'à l'idée, je suis épuisée. Mais bon, je suis vieille alors, quelle Non. importance, quelle importance. Je ne Pas dirais si jamais vieille que ça, attendez. Pas si vieille que ça, Non, quand non. même. Mais Même pas. si. Alors, bien sûr, vous œuvrez pour toutes les générations, avez-vous écrit sur votre site. Mais en cette semaine de Saint-Valentin, rappelez-vous qu'en politique, c'est un peu comme en amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Voilà. Vous êtes d'accord Merci. avec cette Ah, mais formulation totalement. La politique, c'est comme un amour, il n'y a que des preuves d'amour. Totalement. Donc des preuves en politique. Exactement, oui. Non, mais aujourd'hui, on peut communiquer autant qu'on veut. Il y a un moment, il faut de l'action. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, moi, au quotidien, au maximum, dans tout ce que je fais depuis 8 mois maintenant. Ça me prend du temps, effectivement. Dans mon agenda, il y a peu de place pour le 5 à 7. Après, je vous rassure, j'ai 30 ans. Je continue à vivre comme quelqu'un qui a 30 ans. Donc, je m'autorise parfois aussi quelques écarts, peut-être quelques excès, même diront certains. Mais je passe le maximum de mon temps à être à l'écoute de la population pour pouvoir justement agir et agir le mieux possible. Et de votre action, on en parle justement tout de suite. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le Premier ministre Édouard Philippe vous a confié début janvier une mission gouvernementale auprès de la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne. Une mission sur les véhicules utilitaires légers. Cette mission est présentée comme un sujet sensible. En quoi consiste-t-elle ? C'est un sujet non seulement sensible, mais aussi technique. Il comporte 2 volets en réalité. Il y a un premier volet où, à la suite de la PPRE, de la proposition de résolution européenne que j'ai fait sur le paquet mobilité, dont je crois qu'on parlera un petit peu plus tard, je me suis déplacé un petit peu partout en Europe. Et l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées m'ont dit il y a un problème avec ces véhicules utilitaires légers qui font finalement le même métier que nous. Ce sont ceux qui sont en deçà de 3,5 tonnes. Voilà, en dessous de 3,5 tonnes. Normalement, théoriquement, parce que généralement ils transportent beaucoup plus, et qui profitent d'un flou réglementaire. Ce qui fait qu'on a des gens qui arrivent à rouler 90 heures par semaine, qui dorment dans les véhicules, qui se lèvent à l'arrière des véhicules, dans des conditions qui sont vraiment inhumaines. Donc c'est totalement indigne. Économiquement, c'est dramatique pour nos transporteurs, mais aussi les transporteurs des autres pays européens. Donc il y a un besoin de légiférer et avec le souhait d'appliquer les mêmes règles sur ces véhicules utilitaires légers que celles qu'on a sur le poids lourd.
et aussi des moyens de contrôle adéquats. Après, il y a un deuxième volet, pour faire très rapide, parce que je pourrais y en parler pendant des heures. Je sais que vous êtes passionné par... Par tout ça. C'est un volet où on constate que y a l'explosion du e-commerce, hein, ça, voilà, c'est un fait connu de tous. Et à côté de ça, parallèlement, il y a aussi la volonté qu'a le consommateur d'être livré de plus en plus rapidement, parfois même avant d'avoir appuyé sur acheter, il aimerait déjà avoir son colis. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de véhicules utilitaires légers qui circulent, peu remplis, parce qu'ils doivent aller très très vite pour livrer une personne, donc ils n'ont plus forcément le temps de faire des grosses tournées comme c'était le cas avant, mis à part sur certains transporteurs très établis, plutôt des gros transporteurs qui eux arrivent à s'organiser de bonne manière. Et donc polluent inutilement. Voilà, ça pollue inutilement parce qu'on est sur des véhicules qui sont peu optimisés, qui sont des diesels, parfois assez anciens. Problème de sécurité également, parce qu'avec des véhicules où on constate que ils roulent énormément et l'entretien n'est pas forcément fait de manière adéquate. Donc pareil, nécessité de réguler. On va dire que pour l'instant, c'est un problème qui est avant tout parisien, bien qu'il y a beaucoup de grandes villes qui s'y intéressent de plus en plus et qui mettent en place des plans de logistique urbaine. Bordeaux, par exemple. Bordeaux, il y a Grenoble qui a fait un énorme travail là-dessus, sur la logistique urbaine. L'objectif, c'est d'accompagner ces villes, de leur donner des outils supplémentaires pour pouvoir réduire le nombre de véhicules utilitaires légers. Donc c'est une mission qui est assez énorme en réalité, qui va toucher beaucoup de choses, qui ne doit pas aussi toucher tous les utilisateurs de véhicules utilitaires légers, parce qu'il faut rappeler que le véhicule utilitaire léger, il est utilisé aussi par un maçon, par le plombier, par le charpentier, et le but, c'est pas lui d'aller l'impacter. Donc, il ne faut pas non plus qu'il y ait des effets pervers pour ces personnes-là. Mais l'objectif, c'est avant tout de réguler sur le marché du transport régional de marchandises, et que ce soit en urbain ou en intérieur. Voilà, donc ça, c'est un rapport que vous devez mettre à la ministre ? Le 2 mars. Donc j'ai été missionné le 2 janvier. Sincèrement, un mois ou deux de plus, ça n'aurait pas été de trop. Mais voilà, on fait avec. Là, on sort de 60 heures d'audition qui ont été faits en 2 semaines et demie à peu près. Tout en travaillant toujours dans la circonscription. Donc les semaines sont chargées. Sur le plan du travail parlementaire, vous êtes secrétaire de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, membre de la Commission des affaires européennes et depuis peu président du groupe d'études véhicules terrestres, encore du véhicule. En quoi consistent les travaux de ce groupe ? Alors c'est autre chose. Je viens d'être nommé président. On va essayer aussi de passer un petit coup de balai sur les groupes d'études parce qu'ils n'ont pas forcément toujours été bien utilisés par le passé. Alors moi, l'idée que j'ai c'est que ma vision, c'est qu'une loi, elle est vivante. Elle est faite pour évoluer, elle est faite pour s'adapter aussi aux innovations. Quand elle est appliquée. Quand elle est appliquée. Avec un décret. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est de dire que on va adapter les lois aux innovations et non plus subir. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place une veille technologique, notamment, ça fait partie des travaux du groupe, une veille technologique qui va suivre en continu l'actualité automobile pour faire évoluer les lois, pour pouvoir accepter les nouvelles innovations. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a des startups françaises qui innovent énormément et les lois ne sont pas adaptées. Donc, par exemple, au Mans, on a une société qui s'appelle Yanmotion, qui fait l'électrification de véhicules existants. Donc vous amenez votre véhicule diesel, ils peuvent le changer et mettre une batterie, un moteur électrique et qui ressortent en véhicule électrique. Sauf que le problème, c'est que ce véhicule-là, il n'est pas homologué parce que les lois ne sont pas adaptées. Donc il y a une nécessité d'évoluer là-dessus pour accepter cette innovation, y compris par nos startups françaises. Et après, il y a d'autres travaux que je souhaite mener, notamment sur les nuisances sonores sur les lignes grande vitesse. Malheureusement, on est particulièrement touché dans notre circonscription et sur la Sarthe en général. Et également notamment avec les nuisances sonores. Oui, tout à fait. Ouais, c'est les nuisances sonores, principalement à la manière un petit peu de ce qu'ont fait les Allemands avec leur rapport. Et également travailler sur les nouvelles mobilités, tout ce qui est trottinette électrique, overboard, où il n'y a pas de réglementation aujourd'hui. Donc réfléchir à leur intégration dans la circulation urbaine, parce que ça peut devenir un vrai problème également. Donc à la sécurité. Également, tout à fait. Alors, vous êtes aussi rapporteur au nom de la Commission des affaires européennes d'un document sur la lutte contre le travail illégal dans le transport routier. Et il y a justement une lettre qui vient d'être adressée aux représentants de l'État, notamment au préfet, pour renforcer les contrôles. Quelle est la situation et de quoi s'agit-il ? Alors, il y a eu une lettre qui a été envoyée par une fédération professionnelle qui est l'OTRE, pour ne pas les citer, qui demande effectivement plus de contrôles sur nos routes. Moi, j'ai assisté justement à un de ces contrôles. Ce que je tiens à dire, c'est qu'on a des gens qui sont très impliqués. Déjà, par contre, que les contrôles prennent énormément de temps. Pour contrôler un poids lourd, aujourd'hui, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Parce qu'on doit demander un nombre de papiers qui est énorme. On a la barrière de la langue, il ne faut pas l'oublier, quand on contrôle un véhicule étranger, évidemment. En plus, on a une particularité, c'est que les chauffeurs étrangers ne savent plus parler un seul mot de français quand ils se font contrôler. C'est assez curieux, en général. Donc, ça prend énormément de temps. Après, on est le pays européen, quand même, qui contrôle le plus aujourd'hui. Alors, les chiffres ne sont pas énormes, c'est 3%.
du parc routier qui est contrôlé chaque année. C'est peut-être pas assez, mais pour pouvoir contrôler plus, il faut plus de numérisation des documents, il faut mettre des documents en commun au niveau européen et avoir une base de données européenne pour que chaque pays puisse accéder à cette base de données et puisse contrôler de manière plus rapide et plus efficace. Donc c'est ce sur quoi j'ai travaillé effectivement pour la Commission des Affaires européennes. On a un dispositif qui s'appelle le paquet mobilité, qui reprend justement toutes ces questions-là avec toutes les thématiques de la numérisation, de nouveaux outils de contrôle également qui vont arriver. Théoriquement en 2034, on a pour objectif de les avancer, de les amener dès 2024. Parce qu'on sait qu'il y a urgence. Donc on est tout à fait aux côtés de cette fédération professionnelle et c'est d'ailleurs ce qu'on leur a dit globalement dans le courrier. Alors, il y a un rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qui a été remis début février à la ministre des Transports. Ce rapport, intitulé « Mobilité du quotidien, répondre aux urgences et préparer l'avenir », provoque la colère. Ça ne vous a pas échappé dans la presse des élus de la région, de droite comme de gauche. Il demande au Premier ministre de tenir ses engagements et de réaffirmer la totale mobilisation de l'État pour assurer la connexion du Grand Ouest à court, moyen et long terme. Une question, Damien Pichereau, est-ce que le Grand Ouest n'est pas une priorité puisque certaines demandes des élus ne sont pas apparemment prises en considération? Déjà, je suis toujours heureux et je tiens à saluer le fait qu'on a réussi à mettre d'accord la droite et la gauche. Il y a longtemps que c'était pas arrivé dans ce pays. C'est toujours bien. Blague à part, non, il y a une réelle considération. Aujourd'hui, le rapport qui a été mis par la commission, le comité des infrastructures, c'est un rapport de conseil avant tout. C'est pas forcément ce qui va sortir dans la loi. Après, la ministre a réuni récemment l'ensemble des députés de la majorité du Grand Ouest pour justement parler des projets du futur. Donc, personnellement, j'ai eu à cœur de développer deux choses. C'est la fréquence entre Le Mans et Paris. Donc, faire en sorte qu'il y ait plus de trains qui fassent Nantes-Paris et que ces trains-là, ils s'arrêtent au Mans. Et aussi qu'on puisse accéder au Mans. Moi, j'ai le cas sur ma circonscription de la ligne Alençon-Le Mans, qui est de pire en pire chaque jour. Aujourd'hui, on est sur des trains qui roulent à 60-70 km/h. Ce n'est plus acceptable. En plus, on relie 2 chefs-lieux de département, 2 régions. Donc, il est temps de les relier d'une meilleure manière. C'est ce que j'ai pu transmettre à la ministre et c'est ce pourquoi je vais me battre. Mais dans ce rapport, au final, c'est avant tout des moyens de financement des infrastructures. C'est pas forcément des réalisations. Il y a une partie, effectivement, sur les infrastructures à réaliser, mais on parle de gros projets. Et pour les réaliser, il faut des financements en même temps. Il faut les financements. Donc, il y a des réflexions en cours sur les financements. Et vous aurez plus d'informations sur la loi d'organisation des mobilités qui va arriver début avril sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc, et je ne manquerai pas de travailler là-dessus. Et je veux bien revenir vous voir pour vous expliquer ce qui va se passer et ce qu'on va faire pour le Grand Ouest. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Plusieurs milliers de motards et d'automobilistes ont manifesté ensemble le 3 février dans plusieurs villes de France contre la limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires. C'était encore le cas. C'était ce samedi au Mans avec la Fédération des motards contre les incohérences de ce qu'ils nomment de la sécurité routière et de cette limitation. Frédéric Beauchef, le président de la commission infrastructure routière du Conseil départemental de la Sarthe, parle lui d'erreur du gouvernement et d'une décision unilatérale non concertée qui risque d'être coûteuse, et elle sera coûteuse et inefficace, c'est ce qu'il dit, pour en tout cas ce qu'elle vise, c'est-à-dire réduire les accidents et le nombre de morts sur les routes. Damien Pichereau, qu'est-ce qui assure que cette mesure qui va être coûteuse va effectivement dans le bon sens, notamment en matière de sécurité routière? Avant de répondre à votre question, il y a une chose que je tiens à rappeler, c'est un chiffre, c'est 3500. 3500, c'est le nombre de décès sur la route par an. Ce chiffre-là, on ne doit jamais l'oublier. On doit lutter contre. Et je ne parle même pas des blessés. Moi, j'étais cet après-midi visiter l'Arche. Quand je vois aujourd'hui le nombre de personnes handicapées suite à des accidents de la route et l'état général et le travail qu'il faut faire pour que ces personnes retrouvent leur autonomie, je me dis qu'on doit agir. Donc, il y a une voie qui a été choisie. Alors, c'est tout un paquet de mesures. On retient que la vitesse à 80 km/h. En réalité, la vitesse à 80 km/h, qu'est-ce que c'est ? C'est une expérimentation. On a dit qu'on a expérimenté jusqu'à l'été 2020. Et on fera les comptes à l'été 2020. C'est là qu'on verra si effectivement ces mesures vont dans le bon sens. Le Premier ministre nous a dit que mathématiquement, si on réduisait la vitesse, et c'est ce qui va arriver, on allait réduire le nombre de morts. Ça semble assez logique, à vrai dire. Donc maintenant, j'attends de voir. Sincèrement, j'attends de voir et je serai le premier à dire s'il n'y a pas de baisse de nombre de morts qu'il faut peut-être revenir à l'ancien système et aller travailler sur d'autres choses. Mais par exemple, ce qui est fait contre le téléphone au volant avec la rétention du permis de conduire, ça se comprend. Ça se logique. Ça me semble tout à fait logique. Et ce qui convient de rappeler en matière de sécurité routière, c'est quand même qu'en 1973, quand on a obligé à avoir la ceinture de sécurité, il y a aussi eu des gens qui sont allés dans la rue. Et 40 ans plus tard, je pense que personne ne reviendra sur cette mesure.
Donc c'est vrai que dès qu'on touche à la sécurité routière, c'est compliqué. Il y avait peut-être d'autres choses également à faire. C'est un choix qui a été fait, attendons de voir. Damien Pichereau, vous parlez d'expérimentation, ça veut dire que cette limitation à 80 km/h ne va pas s'étendre sur tout le territoire national ? Si, ça va être sur tout le territoire. C'est juste Alors comment on revient en arrière ? Comment on revient en arrière ? Parce que s'il faut rechanger les panneaux à nouveau, alors ça là, va nous coûter très cher quand même. Non, ça c'est pas de mon ressort. Ce que je sais juste, c'est qu'aujourd'hui, ça va être mis en place au 1er juillet 2018 et qu'on fera un premier bilan au 1er juillet 2020. Et que suite à ça, on en tirera les conséquences. Mais vous inquiétez pas, je serai le premier à dire qu'il faut qu'on revienne aux 90 si la mesure n'est pas efficace. Mais j'espère qu'elle le sera. Parce qu'on espère pouvoir sauver 300 vies. C'est pas rien. Parce que non seulement c'est 300 vies, mais à côté de ça, c'est 300 parents, enfin 300 familles. 300 frères, 300 sœurs qui se réveillent chaque jour et qui pensent à la personne qui est décédée sur les routes de manière mais totalement bête généralement. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il n'y aura pas pour l'instant une police de sécurité du quotidien dans les villes du Mans, de Coulennes et d'Allonne qui en avaient fait la demande. Ainsi, on a décidé Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas retenu ses candidatures parmi les 60 premiers quartiers prioritaires qui expérimenteront donc sa mise en place dans d'autres villes durant le quinquennat. Christophe Counil, l'adjoint socialiste au maire du Mans, la tranquillité publique, se rassure que la situation du Mans est bien en deçà de beaucoup de quartiers, plaçant au passage que plus personne ne défend le Mans au gouvernement. Vous voyez à qui il pense. Gilles Leproux, le maire communiste d'Allonne et vice-président de Le Mans Métropole délégué à la politique de la ville, prend aussi la mesure qu'il y a des quartiers plus prioritaires que ceux de sa commune. Cependant, il se pose une question, faut-il attendre que les choses se dégradent encore plus pour prendre des décisions ? Alors, Damien Pichereau, est-ce qu'il faut effectivement aller à l'urgence ou attendre que des situations se dégradent ? Encore une fois, on parle là avant tout d'une expérimentation sur 60 quartiers. Pour l'instant, on en a eu 30 qui ont été dévoilés la semaine dernière. On aura les 30 prochains, je crois que cette semaine ou la semaine prochaine. On verra si Le Mans est dedans. Je partage l'analyse de Christophe Counil concernant le fait que... Le fait qu'il n'y ait personne au gouvernement qui défend Le Mans. Non, concernant le fait que ça veut probablement dire que Le Mans ne souffre pas tant d'insécurité qu'on le dit. En tout cas, c'est un problème national, ça c'est une certitude. Par contre, concernant le fait que personne au gouvernement ne défend Le Mans, je pense que M. Counil a la mémoire très courte et c'est inquiétant parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a quelques semaines, le stand de tir a été enfin validé définitivement par le ministre de l'Intérieur et que Marlène Schiappa n'y est pas pour rien. Bien au contraire, elle a énormément travaillé sur ce dossier. Donc non, elle défend Le Mans. Marlène Schiappa est régulièrement sur la ville du Mans. Elle ne cesse de défendre sa ville et on la suit. D'ailleurs, on la soutient également. Donc non, là-dessus, je pense que c'est la politique politicienne et c'est ce que nos concitoyens ne veulent plus entendre. Damien Pichereau, il y a une autre annonce, on reste dans le domaine de la sécurité, puisque le ministre de l'Intérieur envisage de confier aux sécurités de sécurité privée des missions aujourd'hui exercées par la police et la gendarmerie. C'était annoncé cette semaine. Une mission parlementaire devra d'ailleurs faire des propositions en ce sens d'ici la fin du printemps. Et en réflexion, une redéfinition de la répartition des tâches entre policiers et gendarmes, mais aussi entre policiers municipaux et agents de sécurité privés. Une question toute simple, est-ce une façon pour le gouvernement de réduire les effectifs de fonctionnaires de police et de gendarmerie en confiant ce travail-là au secteur privé ? Non, au contraire, on va augmenter les effectifs de police et de gendarmerie. La seule chose, c'est qu'on veut les concentrer sur des missions bien spécifiques, de sécurité notamment. Aujourd'hui, est-ce qu'il est normal, c'est une question que je pose, de voir la gendarmerie ou la police qui soit à surveiller des fêtes de la musique ou autres dans certaines communes. C'est pas le cas. C'est peut-être l'état d'urgence aussi avec le terrorisme qui a fait l'état cette d'urgence présence. fait que dans beaucoup de communes, je prends l'exemple par exemple du marché de Noël au Mans, la sécurité était confiée à une société de sécurité privée. Et ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Donc est-ce que c'est le rôle aujourd'hui de la police, de la gendarmerie, de la police, que ce soit municipale d'ailleurs également, d'assurer la sécurité de ces événements-là qui sont mis en place par les communes, par les collectivités territoriales, ou est-ce que c'est pas plutôt le rôle justement effectivement des sociétés de sécurité privée, la police et nos effectifs de force de l'ordre devant être là pour défendre le concitoyen avant tout. Avec moins de paperasserie ? Avec moins de paperasserie ? Avec moins de paperasserie, ça serait bien. Un message fort partout, c'est sincèrement, je partage tout à plus. fait. J'y suis allé. Moi, j'ai passé une soirée avec la BAC. J'ai également passé pas mal de temps avec les gendarmes et les policiers dans les bureaux. Je peux vous dire que la paperasserie, alors moi qui ne supporte pas tout ce qui est papier administratif. Non plus. Aucun citoyen ne supporte de passer 3 heures à faire ouais, c'est très compliqué. plainte. Non, mais voilà, c'est ça. C'est entre 2 et 3 heures pour une plainte. C'est pas acceptable aujourd'hui. On est en 2018. Voilà, faut avancer.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. On va terminer avec une bonne nouvelle puisque Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, l'a confirmé ce lundi matin. Le SMIC augmentera de plus de 30 € avant la fin de l'année. Le SMIC mensuel brut frôle aujourd'hui les 1 500 € bruts, 1498,47 centimes d'euros précisément, soit un salaire net de 1 188 € viré sur un compte en banque pour un temps plein à 35 heures. Parce que bien évidemment, ce qui intéresse nos concitoyens et les salariés, c'est ce qui tombe sur leur compte en banque. Avec la baisse des cotisations salariales et maladies qui sont prévues en 2018, une personne, je cite, travaillant à temps plein au SMIC gagnera en salaire net 20 € de plus par mois à partir du mois de janvier 2018, donc c'est déjà acté, puis 35 € par mois dès le 1er octobre. Le ministère du Travail avait d'ailleurs déjà précisé, c'était en décembre dernier, qu'au total, la hausse sur l'année sera de 428 € par an. Cependant, si on calcule bien, la hausse ne sera que de 285 € pour 2018, puisque j'ai sorti ma calculette. Mais ça, c'est peut-être à terme du quinquennat. Voilà, c'est à terme du quinquennat. Alors, Damien Pichereau, est-ce que la question du pouvoir d'achat est avant tout un sujet d'enjeu sur la longévité du haut pouvoir de la République en marche? Est-ce que c'est d'abord ça qu'il va falloir que le gouvernement satisfasse s'il veut garder le pouvoir demain? Oui. Voilà, clairement, c'est là où les gens nous attendent, c'est sur la hausse de leur pouvoir d'achat. Donc on fait ce travail sur le SMIC, on l'avait dit. En fait, on fait comme on a dit, mais sur l'ensemble des choses qu'on fait. En fait, on a annoncé les choses pendant une campagne, on les met en place maintenant. Donc on fait comme on a dit, on va continuer comme ça. Alors, il y a quelque chose que vous avez déjà peut-être précisé, mais que je voudrais qu'on reprécise. On supprime finalement aux salariés le coût de certaines charges salariales qui servent quand même à des caisses pour prendre en charge un certain nombre de choses. Qui va remplacer cette cotisation, cette charge salariale pour que nos concitoyens puissent correctement bien être assurés comme ce qui justifiait ces charges? En fait, on fait reposer ces cotisations maladie et chômage sur l'ensemble des citoyens français qui touchent un revenu, que ce soit direct ou indirect, et qui payent la CSG. Parce que c'est pour ça qu'on a augmenté la CSG de 1,7%. Ça a fait grogner beaucoup de monde. Aujourd'hui, on voit que ça sert pour le pouvoir d'achat. Donc on a réduit d'un côté pour augmenter de l'autre, c'est ça un petit peu, mais le différentiel... Budget, c'est le principe. En fait, non, puisqu'on n'a pas réduit d'un côté pour augmenter l'autre. On a fait reposer la maladie et le chômage sur une assiette beaucoup plus grande de Français. C'était ça l'objectif. C'est de la solidarité intergénérationnelle. Elle a souvent été dans un sens jusqu'à maintenant. Là, on demande à ce qu'elle aille un petit peu dans l'autre sens également. Merci Damien Pichereau d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa 107.3. On aurait pu parler de votre place du magazine Capital qui donne, je dirais, une idée du travail qui est fait parlementaire, mais on s'en reparlera très certainement. On rappelle que vous êtes député La République En Marche de la première circonscription de la Sarthe et on va se quitter avec votre choix musical, le titre Bal de Bamako. Il est extrait de l'album malien L'Amo Mali de Mathieu Chédid, mais aussi de Toumani et Sidiki Diabaté avec Fatoumata Diawara qui ont obtenu la semaine dernière le prix de du meilleur album de musique du monde aux Victoires de la musique. Pourquoi ce choix ? Alors je suis fan de M déjà, j'étais le voir en concert bon nombre de fois, j'ai tous ses albums et beaucoup de vinyles également et c'était pour le féliciter justement de sa victoire, enfin de son prix Victoire de la musique. Tout simplement. Et ça me fait plaisir de l'entendre. Alors c'est surtout une victoire par rapport à la culture malienne de fait, parce que c'est très teinté de la culture malienne. Il est très très teinté de la culture malienne. Il y avait déjà eu des sons très africains dans d'anciens albums, notamment au Mali sur l'avant-dernier album. Non, c'est un excellent album, donc je recommande à tout le monde d'aller l'acheter dès maintenant chez tout bon disquaire. Merci Damien Pichereau d'être venu nous voir à Radio Alpa et merci Arthur Bevier pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée mercredi à 8h30 et dimanche à midi.